Ethernet. Présentation du chapitre. Jusqu'à présent, chacun des chapitres du cours a porté sur les différentes fonctions des couches des modèles de protocoles OSI et TCP/IP, ainsi que sur la façon dont ces protocoles sont utilisés pour prendre en charge les communications réseau. Plusieurs protocoles importants, comme TCP, UDP et IP, sont souvent évoqués dans le contenu du cours, car ils sont à la base du fonctionnement de tous les réseaux de petite taille ou de grande taille, mais aussi d'Internet. Ces protocoles forment les piles de protocoles TCP/IP. Étant donné qu'Internet a été créé à partir de ces protocoles, Ethernet est désormais la technologie LAN prédominante dans le monde. IETF gère les protocoles et services fonctionnels de la suite de protocoles TCP/IP dans les couches supérieures. Toutefois, les protocoles et services fonctionnels de la couche liaison de données et de la couche physique OSI sont décrits par d'autres organismes, IEEE, ANSI, ITU, ou par des sociétés privées, protocoles propriétaires. Puisqu'Ethernet est constitué de normes au niveau de ses couches inférieures, on y fait généralement référence dans le contexte du modèle OSI. Le modèle OSI sépare les fonctionnalités d'adressage, de tramage et d'accès au support entre la couche liaison de données et les normes de la couche physique des supports. Les normes Ethernet définissent à la fois les protocoles de la couche 2 et les technologies de la couche 1. Bien que les spécifications Ethernet prennent en charge différents supports, bandes passantes et autres variantes de la couche 1 et de la couche 2, le format de trame et le schéma d'adressage de base sont les mêmes pour toutes les versions d'Ethernet. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux caractéristiques et au fonctionnement d'Ethernet en suivant son évolution depuis la technologie de communication de données, basée sur des supports partagés, et sur la restriction de l'accès au support jusqu'à la technologie moderne de large bande haut débit, bidirectionnel simultané, full duplex. Objectif pédagogique. À l'issue de ce chapitre, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes. Décrire l'évolution d'Ethernet. Expliquer les champs de la trame Ethernet. Décrire la fonction et les caractéristiques de la méthode de contrôle d'accès au support utilisée par le protocole Ethernet. Décrire les fonctions de la couche physique et de la couche liaison de données Ethernet. Comparer les concentrateurs et les commutateurs Ethernet. Décrire le protocole ARP. Ethernet est la technologie LAN, la plus utilisée à l'heure actuelle. Normes et mise en œuvre. Norme LEE. Le premier réseau local au monde a été la version originale d'Ethernet. Robert McAuliffe et ses collaborateurs de Xerox l'ont conçu il y a plus de 30 ans. La première norme Ethernet a été publiée en 1980 par un consortium de Digital Equipment Corporation, Intel et Xerox, 10. McAuliffe souhaitant qu'Ethernet soit une norme standard dont tout le monde puisse bénéficier, elle a été publiée en tant que norme ouverte. Les premiers produits développés, respectant la norme Ethernet, ont été commercialisés au début des années 80. En 1985, le comité de normes de l'IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineering pour les réseaux locaux et métropolitains a publié des normes pour les réseaux locaux. Ces normes commencent par le numéro 802. La norme Ethernet porte le numéro 802.3. L'IEEE a voulu faire en sorte que ces normes soient compatibles avec l'ISO International Standard Organisation et le modèle OSI. Pour garantir cette compatibilité, la norme IEEE 802.3 devait répondre aux besoins de la couche 1 et de la partie inférieure de la couche 2 du modèle OSI. En conséquence, certaines modifications mineures de la norme Ethernet originale ont été apportées à la 802.3. Ethernet fonctionne au niveau des deux couches inférieures du modèle OSI, à savoir la couche liaison de données et la couche physique. Couche 1 et 2. Ethernet fonctionne au niveau des deux couches inférieures du modèle OSI. Le modèle fournit une référence à laquelle Ethernet peut être associé, mais il est en fait mis en œuvre dans la moitié inférieure de la couche liaison de données, désignée sous le nom de sous-couche MAC, Media Access Control, et de la couche physique uniquement. Au niveau de la couche 1, Ethernet est associé aux signaux, au flux de bits qui traversent les supports, aux composants physiques qui placent les signaux sur les supports, et à diverses autres technologies. La couche 1. Ethernet joue un rôle clé dans la mise en œuvre des communications entre les périphériques. Toutefois, chacune des fonctions de cette couche présente des limitations.
Comme présenté dans la figure, au niveau de la couche 2, Ethernet permet de contourner ces limitations. Les sous-couches liaison de données contribuent largement à la compatibilité technologique et à la communication entre périphériques. La sous-couche MAC est associée aux composants physiques qui seront utilisés pour communiquer les informations et préparer les données pour qu'elles soient transmises sur les supports. La sous-couche LLC, Logical Link Control, reste relativement indépendante de l'équipement physique qui sera utilisé pour communiquer. LLC, connexion aux couches supérieures. Ethernet sépare les fonctions de la couche liaison de données en deux sous-couches distinctes, la sous-couche LLC, Logical Link Control, Atlasus Couch MAC, Media Access Control. Dans le modèle OSI, les fonctions décrites pour la couche liaison de données sont attribuées aux sous-couches LLC et MAC. L'utilisation de ces sous-couches contribue à garantir la compatibilité entre divers périphériques finaux. Pour Ethernet, la norme LME 802.2 décrit les fonctions de la sous-couche LLC et la norme 802.3 celle de la sous-couche MAC et de la couche physique. LLC gère la communication entre les couches supérieures et les logiciels de mise en réseau, et entre les couches inférieures et le matériel. La sous-couche LLC extrait les données des protocoles réseau, en principe un paquet IPv4, et leur ajoute des informations de contrôle pour faciliter la transmission du paquet jusqu'au nœud de destination. La couche 2 communique avec les couches supérieures via LLC. La mise en œuvre d'LLC se fait au niveau logiciel et est indépendante de l'équipement physique. Dans un ordinateur, LLC est en quelque sorte le logiciel du pilote de la carte réseau. Le pilote de la carte réseau est un programme qui interagit directement avec le matériel de la carte réseau pour transmettre les données entre les supports et la sous-couche MAC. MAC, transmission des données jusqu'au support. MAC correspond à la sous-couche Ethernet inférieure de la couche liaison de données. MAC est mis en œuvre au niveau du matériel, généralement sur la carte réseau. La sous-couche MAC d'Ethernet a deux fonctions principales, encapsulation de données, contrôle de l'accès au support. Encapsulation de données. Elle assure trois fonctions de base. Délimitation des trames. Adressage. Détection des erreurs. L'encapsulation des données consiste à assembler les trames avant de les transmettre, et à les analyser lorsqu'elles sont reçues. Lorsqu'elle assemble une trame, la couche MAC ajoute un en-tête et un code fin à l'unité de données de protocole de la couche 3. L'utilisation de trames facilite la transmission des bits lors de leur placement sur le support, et facilite le regroupement des bits sur le nœud récepteur. Le processus de tramage fournit des délimiteurs importants utilisés pour identifier un groupe de bits qui compose une trame. Ce processus permet la synchronisation entre les nœuds de transmission et ceux de réception. L'encapsulation fournit également un adressage pour la couche liaison de données. Chaque en-tête Ethernet ajoutée à la trame contient l'adresse physique adresse MAC, qui permet à une trame d'être remise au nœud de destination. L'encapsulation de données permet également de détecter d'éventuelles erreurs. Chaque trame Ethernet contient un code fin avec un contrôle de redondance cyclique, CRC, cyclique redundancy check du contenu des trames. Après réception d'une trame, le nœud récepteur crée un CRC pour le comparer à celui de la trame. Si ces deux calculs de CRC correspondent, cela signifie probablement que la trame a été reçue sans erreur. Contrôle de l'accès au support. La sous-couche MAC contrôle le placement des trames sur les supports, ainsi que leur retrait. Elle gère le contrôle de l'accès au support. En particulier, elle initialise la transmission des trames, et permet leur restauration après un échec de transmission dû à des collisions. Topologie logique. La topologie logique sous-jacente d'Ethernet est un bus prenant en charge un accès multiple. Cela implique que tous les nœuds périphériques de ce segment de réseau partagent le même support. De plus, tous ces nœuds reçoivent l'ensemble des trames transmises par n'importe quel nœud appartenant à ce segment. Dans la mesure où les nœuds reçoivent toutes les trames, chaque nœud doit déterminer si une trame doit être acceptée et traitée par ce nœud. Cela nécessite l'examen de l'adressage de la trame fournie par l'adresse MAC. Ethernet détermine comment les nœuds se partagent l'accès au support. La méthode de contrôle de l'accès au support
pour Ethernet classique, est un accès avec détection des collisions appelé CSMA, CD carrier sens multiple accès suite collision détection. Cette méthode sera décrite plus loin dans ce chapitre. Mise en œuvre physique d'Ethernet. La plus grande partie du trafic sur Internet débute et aboutit sur des connexions Ethernet. Depuis son introduction dans les années 70, a dû évoluer pour pouvoir répondre à la demande grandissante des réseaux LAN haut débit. Lorsque les supports à fibre optique sont apparus, Ethernet s'est adapté à cette nouvelle technologie pour tirer parti de la très large bande et du faible taux d'erreur offert par les fibres. Aujourd'hui, le même protocole qui transportait des données à 3 Mbps peut le faire à 10 Gbps. Le succès d'Ethernet est dû aux facteurs suivants. Simplicité et facilité de maintenance. Possibilité d'incorporer de nouvelles technologies. Fiabilité. Coût minime d'installation et de mise à niveau. L'introduction de Gigabit Ethernet a amélioré la technologie LAN initiale pour atteindre des distances qui font d'Ethernet une référence en matière de réseau métropolitain et de réseau étendu. En tant que technologie associée à la couche physique, Ethernet définit et met en œuvre les schémas de codage et de décodage qui permettent de transporter les bits de trame sous la forme de signaux le long du support. Les périphériques Ethernet utilisent différents types de câbles et de connecteurs. Dans les réseaux modernes, Ethernet utilise les câbles de cuivre à Petersad et non blindés type UTP et les fibres optiques pour interconnecter les périphériques réseau via des périphériques intermédiaires tels que les concentrateurs et les commutateurs. Avec tous les types de supports qu'Ethernet prend en charge, la structure de trame Ethernet reste la même, quel que soit le type de mise en œuvre physique d'Ethernet. C'est pour cette raison que cette technologie est très évolutive et permet de répondre aux besoins des réseaux modernes. L'histoire d'Ethernet. Les bases de la technologie Ethernet sont apparues dans les années 70 avec un programme appelé LOMA. Il s'agissait d'un réseau radionumérique conçu pour transmettre les informations via une fréquence radio partagée entre les îles hawaïennes. Avec LOMA, toutes les stations devaient suivre un protocole selon lequel une transmission sans accusé de réception devait être retransmise après un court délai. Des techniques similaires permettant d'utiliser un support partagé ont été appliquées plus tard à la technologie filaire, sous la forme d'Ethernet. Ethernet a été développé dans l'objectif d'accueillir plusieurs ordinateurs interconnectés sur une topologie de bus partagée. La première version d'Ethernet incorporait une méthode de contrôle de l'accès au support appelée CSMA, CD carrier sens multiple accès suite collision détection. Cette méthode d'accès a permis de résoudre les problèmes liés à la communication de plusieurs périphériques sur un support physique partagé. Les premiers supports Ethernet. Les premières versions d'Ethernet font appel aux câbles coaxiaux pour connecter les ordinateurs à une topologie de bus. Chaque ordinateur est directement connecté au réseau fédérateur. Ces premières versions d'Ethernet s'appelaient Titney 10/5 et Titney 10/2. 10/5 ou Titney reposait sur un câble coaxial épais prenant en charge des distances de câblage de 500 mètres au maximum, avant que le signal ne nécessite un répéteur 10/2, ou Titney utilise un câble coaxial plus mince et plus souple que Titney prend en charge des distances de câblage de 185 mètres. La migration de la mise en œuvre initiale d'Ethernet vers des mises en œuvre actuelles et futures est possible grâce à la structure quasiment inchangée du tramage de la couche de. Les supports physiques, l'accès aux supports et leur contrôle, évoluent de façon permanente. En revanche, l'entête et le code de fin Ethernet n'ont quasiment pas changé. Les premières mises en œuvre d'Ethernet ont été déployées dans un environnement LAN à faible bande passante, dans lequel l'accès aux supports partagés était géré par la méthode CSMA, et plus tard CSMA-CD. Ethernet reposait non seulement sur une topologie de bus logique au niveau de la couche liaison de données, mais aussi sur une topologie de bus physique. Cette dernière est devenue problématique avec l'expansion des réseaux locaux et les demandes de services LAN, devenant de plus en plus nombreuses sur l'infrastructure. Les câbles coaxiaux épais et les supports coaxiaux fins ont été remplacés par les premières catégories câbles à Petersad et non blindés. Comparés aux câbles coaxiaux, les câbles à Petersad et non blindés sont plus maniables, plus légers et moins chers. Une topologie en étoile avec des concentrateurs a supplanté la topologie initiale. Les concentrateurs concentrent les connexions. En d'autres termes, ils rassemblent un groupe de nœuds et permettent au réseau de les interpréter en tant qu'unité unique.
Lorsqu'une trame parvient sur un port, elle est copiée sur les autres ports, pour que tous les segments du réseau LAN reçoivent cette trame. L'utilisation d'un concentrateur dans cette topologie de bus a permis d'améliorer la fiabilité des réseaux car, même si l'un des câbles est défectueux, le réseau continue à fonctionner. Toutefois, la répétition de la trame sur tous les ports n'a pas résolu les problèmes de collision. Plus loin dans ce chapitre, nous verrons comment les problèmes de collision dans les réseaux Ethernet sont gérés par l'introduction des commutateurs. Remarque, une topologie logique à accès multiple est également désignée sous le nom de topologie de bus logique. Gestion des collisions Ethernet. Ethernet hérité. En règle générale, dans les réseaux disbastés, le point central du segment de réseau était le concentrateur. Ce point servait donc de support partagé. Le support étant partagé, une seule station à la fois pouvait effectuer une transmission. Cette transmission est dite bidirectionnelle non simultanée, half duplex. Au fur et à mesure que des périphériques étaient ajoutés à un réseau Ethernet, le nombre de collisions de trames augmentait considérablement. Durant des périodes de faible activité de communication, les quelques collisions qui surviennent sont gérées par CSMA/CD, sans conséquences majeures sur les performances. En revanche, lorsque le nombre de périphériques et le trafic de données subséquent augmentent, le nombre important de collisions peut avoir des effets négatifs pour les utilisateurs. C'est un peu comme lorsque nous quittons la maison pour partir au travail tôt le matin, les routes sont bien dégagées. Par contre, plus la circulation augmente sur les routes, plus il y a de risques d'accident, et plus le trafic s'en trouve ralenti. Ethernet moderne. L'introduction des commutateurs dans les réseaux Ethernet a supplanté l'utilisation des concentrateurs et permis d'améliorer considérablement les performances LAN. Les commutateurs ont été introduits en même temps qu'Ethernet sans base TX. Ils permettent de contrôler le flux de données en isolant chaque port et en envoyant une trame uniquement à sa destination, si elle est connue, plutôt qu'en envoyant chaque trame à chaque périphérique. Le commutateur réduit le nombre de périphériques recevant chaque trame, ce qui permet de minimiser les risques de collision. Par la suite, l'introduction des communications bidirectionnelles simultanées, full duplex, c'est-à-dire dont la connexion transporte à la fois des signaux transmis et reçus, a permis de développer Gigabit Ethernet et de le dépasser. Gigabit Ethernet et ses suites. Les applications qui traversent quotidiennement les liaisons de réseau parviennent à surcharger les réseaux les plus robustes. Par exemple, l'utilisation grandissante des services voix sur IP, voix et multimédia nécessite des connexions plus rapides qu'Ethernet 100 Mbps par seconde. Gigabit Ethernet est utilisé pour décrire les mises en œuvre Ethernet, qui fournissent une bande passante de 1000 Mbps par seconde, 1 Gigabit par seconde, ou d'un débit supérieur. Cette avancée repose sur les technologies de transmission bidirectionnelle simultanée, ainsi que sur les technologies de support UTP et à fibre optique de l'Ethernet hérité. L'amélioration des performances réseau est considérable lorsque le débit potentiel passe de 100 Mbps par seconde à 1 Gbps par seconde et plus. La mise à niveau vers Gigabit Ethernet n'implique pas toujours le remplacement complet de l'infrastructure réseau existante, en termes de câbles et de commutateurs. Certains des équipements et des câbles installés dans les réseaux bien conçus existants peuvent fonctionner normalement avec des débits plus élevés, en subissant une mise à niveau minimale. Cela présente l'avantage de réduire le coût total de possession du réseau. Ethernet au-delà du LAN. Les distances de câblage plus grandes, rendues possibles grâce aux câbles à fibre optique des réseaux Ethernet, font qu'il est aujourd'hui difficile de distinguer un réseau local d'un réseau étendu. À l'origine, la mise en œuvre d'Ethernet était limitée par les systèmes de câblage LAN à un bâtiment à la fois, puis elle a été étendue entre plusieurs bâtiments. Aujourd'hui, cette mise en œuvre est possible pour toute une ville, c'est ce que l'on appelle le réseau métropolitain allemand, Metropolitan Area Network. La trame, encapsulation du paquet. La structure de trame Ethernet ajoute des entêtes et des codes de fin à l'unité de données de protocole de la couche 3 pour encapsuler le message envoyé. L'entête et la queue de bande Ethernet disposent tous les deux de plusieurs sections ou champs d'information que le protocole Ethernet exploite. Chaque section de la trame est appelée un champ. On distingue deux types de tramage Ethernet, la norme 10 Ethernet
appelée désormais Ethernet 2, et la norme EML 802.3, qui a été mise à niveau plusieurs fois pour inclure de nouvelles technologies. Les différences entre les deux types de tramage sont minimes. Il s'agit notamment de l'ajout d'un délimiteur de début de trame, SFD, et du remplacement du champ type en un champ Lomber dans la norme 802.3, comme l'indique la figure. Taille d'une trame Ethernet. Les normes Ethernet 2 et EML 802.3 définissent une taille de trame minimale de 64 octets et maximale de 1518 octets. Cela comprenait tous les octets du champ adresse MAC de destination jusqu'au champ séquence de contrôle de trame. Les champs préambules et délimiteurs de début de trame n'étaient pas inclus dans la description de la taille d'une trame. La norme EML 802.3 AC, publiée en 1998, a fixé la taille de trame maximale autorisée à 1522 octets. La taille de trame a évolué de manière à prendre en charge une technologie appelée réseau local virtuel, VLAN. Ces réseaux virtuels, créés dans un réseau commuté, font l'objet d'un autre chapitre du cours. Si la taille d'une trame transmise est inférieure à la taille minimale ou supérieure à la taille maximale, le périphérique récepteur abandonne la trame. Les trames abandonnées sont souvent le résultat de collisions ou d'autres signaux rejetés et donc traités comme étant non valides. Champ préambule et délimiteur de début de trame. Le champ préambule à 7 octets et le champ délimiteur de début de trame, SFD, à 1 octet sont utilisés à des fins de synchronisation entre les périphériques d'envoi et de réception. Les 8 premiers octets de la trame préparent les nœuds de réception à recevoir. Les quelques premiers octets indiquent essentiellement au récepteur de se préparer à recevoir une nouvelle trame. Champ adresse MAC de destination. Ce champ de 6 octets identifie l'adresse du destinataire concerné. Comme nous l'avons vu précédemment, cette adresse est utilisée par la couche 2 pour aider les périphériques à déterminer si une trame leur est adressée. L'adresse de la trame est comparée à l'adresse MAC du périphérique. Si les deux correspondent, le périphérique accepte la trame. Champ adresse MAC source. Ce champ de 6 octets permet d'identifier l'interface ou la carte réseau émettrice de la trame. Les commutateurs utilisent également cette adresse pour les ajouter à leur table de recherche. Ce chapitre décrit le rôle des commutateurs dans l'une des sections suivantes. Champ longueur, type. Pour les normes EML 802.3 antérieures à 1997, le champ Lomber définit la longueur exacte du champ de données de la trame. Cette longueur est ensuite utilisée dans la séquence de contrôle de trame, pour garantir la réception du message. Si le champ a pour but de désigner un type, comme dans Ethernet 2, le champ type indique alors quel protocole est mis en place. Étant très courante, ces deux utilisations du champ ont été officiellement combinées en 1997, dans la norme EML 802.3x. Le champ type d'Ethernet 2 est incorporé dans la définition de trame 802.3 actuelle. Lorsqu'un nœud reçoit une trame, il doit examiner le champ Lomber pour déterminer le protocole de couche supérieure présent. Si la valeur de 2 octets est supérieure ou égale à l'hexadécimal 0 x 600 ou au décimal 1536, le contenu du champ de données est décodé selon le protocole Ethertype indiqué. Par contre, si la valeur est égale ou inférieure à l'hexadécimal 0 x 05 DC ou au décimal 1500, le champ Lomber est utilisé pour indiquer l'utilisation du format de trame EML 802.3. C'est ainsi que l'on distingue les trames Ethernet 2 et 802.3. Champ de données et remplissage. Ces deux champs de 46 à 1500 octets contiennent les données encapsulées d'une couche supérieure, ce qui correspond à une unité de données de protocole de la couche 3 ou à un paquet IPv4, pour employer un terme plus courant. La longueur minimale de la trame est fixée à 64 octets. Si un paquet de petite taille est encapsulé, le champ de remplissage est utilisé pour augmenter la trame et la ramener à sa taille minimale. Champ séquence de contrôle de trame. Ce champ de 4 octets permet de détecter les erreurs d'une trame. Il utilise le contrôle de redondance cyclique, CRC, Cyclic Redundancy Check. Le périphérique d'envoi inclut les résultats d'un CRC dans le champ FCS de la trame. Le périphérique de réception reçoit la trame et procède à un contrôle par redondance cyclique pour rechercher des erreurs. Si les calculs correspondent, aucune erreur ne se produit. Les calculs non rapprochés indiquent que les données ont changé et que la trame est abandonnée. Si les données sont modifiées, cela provient sans doute d'une perturbation des signaux électriques qui représentent les bits.
Adresse MAC Ethernet. À l'origine, Ethernet a été mis en œuvre avec une topologie de bus. Chaque périphérique réseau se connectait au même support partagé. Dans les réseaux de petite taille ou à faible trafic, il s'agissait d'un déploiement acceptable. Néanmoins, il restait le problème de l'identification de chacun des périphériques. Le signal pouvait être envoyé à chaque périphérique, mais comment identifier un périphérique, s'il constituait la destination du message? Un identifiant unique appelé adresse MAC, Media Access Control, a été créé pour pouvoir déterminer les adresses sources et de destination sur un réseau Ethernet. Indépendamment de la variante Ethernet utilisée, la convention d'appellation fournissait une méthode pour identifier les périphériques à un niveau inférieur du modèle OSI. Si vous vous en souvenez, l'adressage MAC est ajouté dans l'unité de données de protocole de la couche 2. Une adresse MAC Ethernet est une valeur binaire de 48 bits constituée de 12 chiffres hexadécimaux. Structure de l'adresse MAC. La valeur de l'adresse MAC est un résultat direct des règles mises en application par l'IEEE auprès des revendeurs pour garantir l'attribution d'adresses uniques à chaque périphérique Ethernet, et ce, à l'échelle mondiale. Les règles établies par l'IEEE exigent de chaque revendeur de périphériques Ethernet qu'il s'enregistre auprès de l'IEEE. L'IEEE attribue au revendeur un code de 3 octets appelé WI, Organizationally Unique Identifier, identifiant unique d'organisation. L'IEEE demande aux revendeurs de suivre deux règles simples. Toutes les adresses MAC attribuées à une carte réseau ou à un autre périphérique Ethernet doivent utiliser, comme 3 premiers octets, l'identifiant WI attribué au revendeur correspondant. Toutes les adresses MAC qui ont le même identifiant WI doivent recevoir une valeur unique, référence du revendeur numéro de série, dans les 3 derniers octets. L'adresse MAC est souvent dite rémanente, car elle est stockée dans la mémoire morte, ROM, de la carte réseau. Cela signifie que l'adresse est codée dans la puce de mémoire morte, ROM, de façon définitive et qu'elle ne peut pas être modifiée à l'aide d'un logiciel. Toutefois, lorsque l'ordinateur démarre, la carte réseau copie l'adresse dans la mémoire vive, RAM. Lorsqu'on examine les trames, c'est l'adresse stockée dans la mémoire vive, RAM, qui est utilisée comme adresse source à comparer à l'adresse de destination. L'adresse MAC est utilisée par la carte réseau pour déterminer si un message doit être transmis aux couches supérieures en vue de son traitement. Périphérique réseau. Lorsque le périphérique source transmet le message à un réseau Ethernet, les informations d'entête de l'adresse MAC de destination y sont jointes. Le périphérique source envoie les données sur le réseau. Chaque carte réseau du réseau accède aux informations pour déterminer si l'adresse MAC correspond à son adresse physique. En l'absence de correspondance, la carte réseau ignore la trame. Lorsque la trame atteint la destination dans laquelle l'adresse MAC de la carte réseau correspond à l'adresse MAC de destination de la trame, la carte réseau transmet la trame jusqu'aux couches OSI, dans laquelle se produit le décapsulage. Tous les périphériques connectés à un réseau local Ethernet présentent des interfaces dotées d'une adresse MAC. Les fabricants de matériel et de logiciels peuvent représenter l'adresse MAC dans des formats hexadécimaux différents. Les formats d'adresse peuvent être similaires à 00, 05, 9A3C78, 00, 00, 05, 9A, 3C, 78 roi. 0005, 9A, 3C7800. Les adresses MAC sont attribuées à des postes de travail, des serveurs, des imprimantes, des commutateurs et des routeurs. Tous ces périphériques doivent envoyer ou recevoir des données sur le réseau. Numérotation hexadécimale et adressage. Numérotation hexadécimale. Ce type de numérotation est un moyen pratique de représenter des valeurs binaires. Le système de numérotation décimale est en base 10, le système binaire en base 2, et le système hexadécimal est en base 16. Ce dernier utilise les chiffres compris entre 0 et 9, et les lettres d'AF. La figure présente les valeurs hexadécimales, décimales et binaires équivalentes pour les nombres binaires de 0000 à 1111. Pour l'utilisateur, il est plus facile d'exprimer une valeur sous la forme d'un seul chiffre hexadécimal plutôt qu'avec 4 bits. Comprendre le format binaire. Sachant que 8 bits, un octet, est un regroupement binaire courant, la plage binaire de 000000 à 11 111 correspond, dans le format hexadécimal, à la plage de 00 à la FF.
Les zéros de gauche sont toujours affichés pour compléter la représentation de 8 bits. Par exemple, la valeur binaire 0000 correspond à 0A au format hexadécimal. Représentation de valeur hexadécimale. Remarque, il est important de distinguer les valeurs hexadécimales des valeurs décimales en ce qui concerne les caractères 0 à 9, comme l'indique la figure. Le format hexadécimal est habituellement représenté avec du texte par la valeur précédée de 0x, par exemple 0 x 73, ou un exposant 16. Moins souvent, il peut être suivi de la lettre H, par exemple 73 heures. Toutefois, dans la mesure où le texte sous forme d'exposant n'est pas reconnu dans les environnements de ligne de commande ou de programmation, la représentation technique hexadécimale est précédée d'un 0x. Par conséquent, les exemples ci-dessus doivent correspondre respectivement à 0 x 0A et 0 x 73. Le format hexadécimal permet de représenter les adresses MAC et Ethernet, et les adresses IPv6. Vous avez déjà rencontré le format hexadécimal dans le volet packable de WiresArch où il est utilisé pour représenter les valeurs binaires des trames et des paquets. Conversion hexadécimale. Les conversions numériques entre des valeurs décimales et hexadécimales sont très simples, bien que la division ou la multiplication par 16 ne soit pas toujours très commode. Lorsque de telles conversions sont nécessaires, il est habituellement plus simple de convertir la valeur décimale ou hexadécimale en valeur binaire, puis de convertir cette dernière en valeur décimale ou hexadécimale, selon le cas. Avec un peu de pratique, il est possible de reconnaître les configurations binaires, qui correspondent aux valeurs décimales et hexadécimales. La figure représente ces configurations pour des valeurs de 8 bits données. Affichage de l'adresse MAC. Pour visualiser l'adresse MAC de votre ordinateur, utilisez la commande ifconfig ou ifconfig. Dans l'encadré, vous pouvez voir l'adresse MAC de cet ordinateur. Si vous avez accès à la ligne de commande, vous pouvez déterminer celle de votre propre ordinateur. Vous pouvez également rechercher l'identifiant WI de l'adresse MAC pour déterminer le fabricant de votre carte réseau. Autre couche d'adressage. Couche liaison de données. L'adressage physique de la couche liaison de données OSI, couche 2, mis en œuvre sous la forme d'une adresse MAC et Ethernet, permet de transporter la trame sur les supports locaux. Bien que les adresses d'hôtes soient uniques, les adresses physiques ne sont pas organisées au sein d'une hiérarchie. Elles sont associées à un périphérique particulier, quel que soit son emplacement ou le réseau auquel il est connecté. Les adresses de la couche 2 n'ont pas de signification en dehors des supports réseaux locaux. Avant d'atteindre sa destination, il arrive qu'un paquet doive traverser plusieurs technologies de liaison de données dans les réseaux locaux étendus. De ce fait, un périphérique source ne connaît pas la technologie utilisée dans les réseaux intermédiaires et de destination ni dans les structures d'adressage et de tramage de la couche 2. Couche réseau. Les adresses de la couche réseau, couche 3, telles que les adresses IPv4, fournissent un adressage logique omniprésent, compris à la fois par la source et la destination. Pour atteindre sa destination finale, un paquet transporte l'adresse de la couche 3 de destination depuis sa source. Toutefois, lorsqu'elle est mise en trame par les différents protocoles de couche liaison de données rencontrés, l'adresse de la couche 2 qu'il reçoit chaque fois, s'applique uniquement à la partie locale du trajet et à ses supports. En d'autres termes MES, l'adresse de la couche réseau permet l'acheminement du paquet jusqu'à sa destination. L'adresse de la couche liaison de données permet l'acheminement du paquet par les supports locaux sur chaque segment du réseau. Monodiffusion, multidiffusion et diffusion. Ethernet. Avec Ethernet, des adresses MAC différentes sont utilisées pour la monodiffusion, unicast, la multidiffusion, multicast, et la diffusion, broadcast, sur la couche 2. Monodiffusion. Adresse MAC de monodiffusion utilisée lorsqu'une trame est envoyée à partir d'un seul périphérique de transmission à un seul périphérique de destination. Dans l'exemple de la figure, un hôte avec l'adresse IP 192.168.1.5, source, demande une page web au serveur, dont l'adresse IP est 192.168.1200.
Pour qu'un paquet monodiffusion soit envoyé et reçu, une adresse IP de destination doit figurer dans l'entête du paquet IP. Une adresse MAC de destination correspondante doit également être présente dans l'entête de la trame Ethernet. Les adresses IP et MAC se combinent pour transmettre les données à un hôte de destination spécifique. Diffusion. Avec la diffusion, le paquet contient une adresse IP de destination qui ne contient que des 1 à 1 dans la partie haute. Cette numérotation implique que tous les hôtes sur le réseau local, domaine de diffusion, recevront le paquet et le traiteront. De nombreux protocoles réseau dont des CHP et LRP utilisent les diffusions. La façon dont le protocole LRP utilise les diffusions pour mapper les adresses de la couche 2 et de la couche 3 est décrite plus loin dans ce chapitre. Comme le montre la figure, l'adresse IP de diffusion d'un réseau requiert une adresse MAC de diffusion correspondante dans la trame Ethernet. Sur les réseaux Ethernet, l'adresse MAC de diffusion comporte 48.1 à 1 affichée au format hexadécimal FFFFFFFFFFF. Multidiffusion. Rappelez-vous que les adresses multidiffusion permettent à un périphérique source d'envoyer un paquet à un groupe de périphériques. Les périphériques qui font partie d'un groupe multidiffusion se voient affecter une adresse IP de groupe multidiffusion. La plage d'adresses multidiffusion s'étend de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Dans la mesure où les adresses multidiffusion représentent un groupe d'adresses, parfois appelé groupe d'hôtes, elles ne peuvent s'utiliser que dans la destination d'un paquet. La source doit toujours avoir une adresse monodiffusion. Les adresses multidiffusion conviennent, par exemple, dans des situations de jeu à distance où plusieurs joueurs sont connectés à distance mais jouent au même jeu, et d'apprentissage à distance via des conférences vidéo, où plusieurs participants sont connectés au même cours. Comme avec les adresses monodiffusion et de diffusion, l'adresse IP multidiffusion nécessite une adresse MAC multidiffusion correspondante pour remettre les trames sur un réseau local. L'adresse MAC multidiffusion, utilisée conjointement avec le protocole IP, est une valeur spécifique, qui commence par 01005 au format hexadécimal. La valeur se termine en convertissant les 23 bits de droite de l'adresse du groupe multidiffusion IP en 6 caractères hexadécimaux de l'adresse Ethernet. Le bit restant de l'adresse MAC est toujours un 0. Le schéma illustre un exemple d'adresse hexadécimale 010050000001. Chaque caractère hexadécimal correspond à 4 bits binaires. Contrôle de l'accès au support avec Ethernet. Dans un environnement de support partagé, tous les périphériques ont un accès garanti au support, mais leurs droits correspondants ne sont pas prioritaires. Si plusieurs périphériques transmettent des données simultanément, les signaux physiques entrent en collision, et le réseau doit reprendre pour que la communication soit de nouveau possible. Les collisions sont le prix que doit payer Ethernet pour la simplicité de chaque transmission. Ethernet utilise la méthode d'accès CSMA/CD pour détecter et traiter les collisions, puis gérer la reprise de la communication. Puisque tous les ordinateurs prenant en charge Ethernet envoient leurs messages via les mêmes supports, un schéma de coordination distribué est utilisé pour détecter l'activité électrique des câbles. Un périphérique peut ensuite déterminer le moment auquel il peut transmettre les données. Lorsqu'un périphérique ne détecte qu'aucun autre ordinateur n'envoie de trame de signal porteur, le périphérique transmet les éventuelles données à envoyer. CSMA/CD processus. Écoute de porteuse avec la méthode d'accès CSMA/CD. Tous les périphériques réseau qui ont des messages à envoyer doivent les écouter avant de les transmettre. Si un périphérique détecte un signal provenant d'un autre périphérique, il attend un certain temps avant d'essayer de transmettre un message. Si aucun trafic n'est détecté, le périphérique transmet son message. Lorsque la transmission a lieu, le périphérique continue à écouter le trafic ou les collisions survenant sur le réseau local. Une fois le message envoyé, le périphérique se remet en mode d'écoute par défaut. Accès multiple. Si la distance entre les périphériques est telle que la latence des signaux de l'un des périphériques implique que les signaux ne seront pas détectés par un deuxième périphérique, ce dernier peut, lui aussi, commencer à transmettre son message. Le support a maintenant 2 périphériques qui transmettent simultanément leurs signaux. Leurs messages seront propagés via les supports, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent.
À ce stade, les signaux se mélangent, et les messages sont détruits. Bien que les messages soient endommagés, les signaux restant désordonnés continuent à se propager sur les supports. Détection de collision. Lorsqu'un périphérique est en mode d'écoute, il peut détecter la survenance d'une collision sur les supports partagés. La détection d'une collision est rendue possible car tous les périphériques peuvent déterminer si l'amplitude des signaux dépasse le niveau normal. En cas de collision, les autres périphériques en mode d'écoute, ainsi que tous les périphériques émetteurs, détectent l'augmentation d'amplitude des signaux. Par la suite, tous les périphériques qui transmettent un message continuent à le transmettre pour s'assurer que tous les périphériques du réseau détectent la collision. Signal de congestion et interruption aléatoire. Dès qu'une collision est détectée par les périphériques transmetteurs, ils envoient un signal de congestion. Ce signal permet de notifier les autres périphériques de la collision pour qu'ils invoquent un algorithme d'interruption. Cet algorithme demande à tous les périphériques de cesser leur transmission pendant un temps qui est aléatoire, ce qui permet aux signaux de collision de diminuer. Une fois le délai expiré sur un périphérique, ce dernier se remet en mode d'écoute avant transmission. Une période de réémission aléatoire garantit que les périphériques impliqués dans la collision ne tentent pas d'envoyer leur trafic en même temps, ce qui engendrerait une reproduction de l'ensemble du processus. Toutefois, cela signifie également qu'un troisième périphérique puisse transmettre ces messages, avant que les deux impliqués dans la collision n'aient une chance de retransmettre leur trafic. Concentrateur et domaine de collision. En supposant que des collisions se produiront occasionnellement dans une topologie de support partagé, même en appliquant la méthode CSMA-CD, nous devons examiner les circonstances susceptibles d'accroître le nombre de collisions. Suite à la croissance rapide d'Internet, davantage de périphériques sont connectés au réseau. Les périphériques accèdent au support réseau plus souvent. Les distances entre les périphériques augmentent. Souvenez-vous que les concentrateurs ont été créés pour servir de périphériques réseaux intermédiaires qui permettent à un nombre plus important de nœuds de se connecter au support partagé. Également appelés répéteurs multiports, les concentrateurs retransmettent les signaux de données reçus à tous les périphériques connectés, sauf à celui qui a émis les signaux. Les concentrateurs n'exécutent pas de fonctions réseau, telles que la direction des données en fonction d'adresse. Les concentrateurs et les répéteurs sont des périphériques intermédiaires qui permettent d'augmenter la distance que les câbles Ethernet peuvent atteindre. Dans la mesure où les concentrateurs fonctionnent sur la couche physique pour s'occuper des signaux traversant les supports, des collisions peuvent survenir entre les périphériques qu'ils connectent et à l'intérieur des concentrateurs eux-mêmes. De plus, l'utilisation de concentrateurs pour fournir un accès réseau à un plus grand nombre d'utilisateurs réduit les performances pour chaque utilisateur, car la capacité fixe des supports doit être partagée entre un nombre grandissant de périphériques. Les périphériques connectés qui accèdent à un support partagé via un concentrateur ou une série de concentrateurs directement connectés forment ce que l'on appelle un domaine de collision. Ce dernier est également désigné sous le nom de segment de réseau. Les concentrateurs et les répéteurs ont donc pour effet d'augmenter la taille du domaine de collision. Comme l'indique la figure, l'interconnexion de concentrateurs forme une topologie physique en forme d'étoile étendue. L'étoile étendue peut créer un domaine de collision considérablement étendu. Un nombre accru de collisions réduit l'efficacité et l'efficience d'un réseau, jusqu'à ce que les collisions deviennent une nuisance pour l'utilisateur. Bien que la méthode d'accès CSMA-CD soit un système de gestion des collisions de trame, il s'applique à un nombre limité de périphériques, et sur des réseaux dont le trafic est peu important. Ainsi, d'autres mécanismes doivent être mis en œuvre, lorsqu'un très grand nombre d'utilisateurs nécessitent un accès et si les besoins en accès réseau actif sont plus importants. Nous verrons que l'utilisation de commutateurs à la place de concentrateurs peut permettre de résoudre le problème, du moins en partie. Synchronisation Ethernet. Des mises en œuvre plus rapides de la couche physique d'Ethernet ont compliqué la gestion des collisions. Latence. Comme nous l'avons précisé, chaque périphérique qui doit transmettre du trafic doit d'abord écouter pour vérifier la présence de transmission. En l'absence de trafic, il entame immédiatement la transmission. Le signal électrique qui est transmis met un certain temps, latence, pour se propager, traverser, le long du câble.
Chaque concentrateur ou répéteur qui se trouve sur le trajet du signal ajoute de la latence pour acheminer les bits d'un port à l'autre. Ce délai cumulé augmente la probabilité de survenance de collision, dans la mesure où un écouteur peut se mettre à transmettre des signaux, alors que le concentrateur ou le répéteur est déjà en train de traiter le message. Puisque le signal n'avait pas encore atteint ce nœud, alors qu'il était en phase d'écoute, il en a conclu que le support était disponible. C'est dans ce type de circonstances que des collisions surviennent. Synchronisation. En communication bidirectionnelle simultanée, en partant du principe qu'aucune collision ne s'est produite, le périphérique émetteur transmet 64 bits d'information de synchronisation, appelés préambules. Le périphérique émetteur achemine ensuite l'intégralité de la trame. Les mises en œuvre Ethernet à des débits de 10 Mbps et inférieurs sont dites asynchrones. Dans ce contexte, la communication asynchrone implique que chaque périphérique récepteur utilise les 8 octets d'information de synchronisation pour synchroniser le circuit de réception sur les données entrantes, puis abandonne les 8 octets. Les mises en œuvre Ethernet à des débits de 100 Mbps et supérieurs sont dites synchrones. Dans ce contexte, la communication synchrone implique qu'aucune information de synchronisation n'est nécessaire. Toutefois, pour des raisons de compatibilité, les champs préambule et SFD, Starframe délimité, délimiteurs de début de trame, sont tout de même présents. Durée de bits. Pour chaque vitesse de support, le placement et la détection d'un bit sur le support peuvent prendre un certain temps. Ce temps s'appelle la durée de bits. Bit time. Sur Ethernet 10 Mbps, il faut 100 nanosecondes, ns, pour transmettre un bit au niveau de la couche MAC. À 100 Mbps, il lui faut 10 ns pour procéder à la transmission. À 1000 Mbps, il lui faut seulement un ns pour procéder à la transmission. Selon une estimation approximative, la valeur de 20,32 cm par nanoseconde est souvent utilisée pour calculer le délai de propagation le long d'un câble UTP. Ainsi, pour 100 mètres de câble à Petersad et non blindé, UTP, il faut 5 durées de bits à peine un signal 10 basté pour parcourir la longueur du câble. Pour que la méthode d'accès Ethernet CSMA/CD puisse fonctionner, le périphérique émetteur doit avoir connaissance d'une collision avant d'avoir terminé la transmission d'une trame de taille minimum. À 100 Mbps, l'émission des données de synchronisation des périphériques s'étale sur 100 mètres de câble. À 1000 Mbps, des ajustements spéciaux sont nécessaires, du fait qu'environ une trame de taille minimum serait transmise avant que le premier bit n'atteigne la fin des premiers 100 mètres de câble UTP. C'est pour cette raison que la transmission bidirectionnelle non simultanée n'est pas autorisée dans le 10 Gigabit Ethernet. Ces paramètres de synchronisation doivent être appliqués à l'espacement intertrame et aux durées de réémission, éléments présentés en détail dans la section suivante, pour s'assurer que lorsqu'un périphérique transmet sa trame suivante, le risque de collision est réduit. Fenêtre de collision. Dans la transmission Ethernet bidirectionnelle non simultanée, où les données ne voyagent que dans un seul sens à la fois, la fenêtre de collision devient un facteur déterminant dans l'évaluation du nombre de périphériques qui partagent un réseau. Pour toutes les vitesses de transmission Ethernet égales ou inférieures à 1000 Mbps, la norme détermine comment une transmission unique ne peut pas être inférieure à la fenêtre de collision. La définition de la fenêtre de collision est un compromis entre la nécessité d'alléger les conséquences d'une reprise sur collision, durée de réémission et de retransmission, et la nécessité d'augmenter suffisamment les distances réseau pour prendre en charge des tailles de réseau adéquates. Dans ce compromis, il a fallu choisir un diamètre de réseau maximal, environ 2500 mètres, puis fixer la longueur maximale de trame de manière à pouvoir détecter les collisions les plus dangereuses. La fenêtre de collision pour Ethernet 10 et 100 Mbps est de 512 durées de bits, soit 64 octets. La fenêtre de collision pour Ethernet 1000 Mbps est 4096 durées de bits, soit 512 octets. La fenêtre de collision permet de garantir que si une collision est sur le point de se produire, elle sera détectée dans les 512 premiers bits, 4096 pour gigabit Ethernet, de la transmission de la trame. Cela simplifie la gestion des retransmissions de trame suite à une collision.
La fenêtre de collision est un paramètre important pour diverses raisons, qui sont les suivantes. La fenêtre de collision de 512 bits fixe la taille minimale d'une trame Ethernet à 64 octets. Toute trame inférieure à cette valeur est interprétée comme un fragment de collision ou une trame incomplète et est automatiquement rejetée par les stations réceptrices. La fenêtre de collision établit une limite pour la taille maximale des segments d'un réseau. Si le réseau devient trop important, des collisions tardives peuvent s'ensuivre. Ces dernières sont considérées comme une panne du réseau car elles sont détectées trop tard par les périphériques durant la transmission de la trame qui doit être automatiquement gérée par CSMA/CD. La fenêtre de collision est calculée en partant du principe que des longueurs de câble maximales sont utilisées sur la plus grande architecture légale de réseau. Tous les délais de propagation sont fixés au niveau maximum légal, et le signal de congestion 32 bits est utilisé lorsque des collisions sont détectées. La fenêtre de collision réelle est à peine supérieure à la durée théorique requise pour qu'une trame parcourt le chemin entre les points les plus éloignés du domaine de collision, puis entre en collision au dernier moment avec une autre transmission, et que les fragments de collision retournent au périphérique émetteur et soient détectés. Reportez-vous à la figure. Pour que le système fonctionne, le premier périphérique doit détecter la collision avant d'avoir terminé d'envoyer la plus petite taille de trame légale. Pour permettre à Ethernet 1000 Mbps de fonctionner en mode bidirectionnel non simultané, le champ d'extension a été ajouté aux seules fins d'occuper l'émetteur suffisamment longtemps pour le retour d'un fragment de collision lors de l'envoi de petites trames. Ce champ n'est présent que sur les liaisons 1000 Mbps en mode bidirectionnel non simultané, et permet aux trames de taille minimale d'être assez longues pour satisfaire les exigences des fenêtres de collision. Les bits d'extension sont abandonnés par le périphérique récepteur. Espacement intertrame et réémission. Espacement intertrame. Les normes Ethernet prévoient un espacement minimum entre deux trames n'entrant pas en collision. Cela donne au support le temps de se stabiliser après la transmission de la trame précédente, et au périphérique le temps de traiter la trame. Désigné sous le nom d'espacement intertrame, cet intervalle est mesuré entre le dernier bit du champ FCS de la première trame et le premier bit du champ préambule, de la deuxième trame. Lorsqu'une trame est envoyée, tous les périphériques d'un réseau Ethernet 10 Mbps doivent attendre au minimum une durée de 96 bits, soit 9,6 microsecondes, avant qu'un autre périphérique ait le droit de transmettre la trame suivante. Sur les versions plus rapides d'Ethernet, l'espacement reste le même, c'est-à-dire 96 durées de bits, mais le temps nécessaire pour cet intervalle se réduit de façon proportionnelle. Les délais de synchronisation entre les périphériques peuvent entraîner la perte de quelques bits de préambule de trame. Cela peut réduire sensiblement l'espacement intertrame, lorsque les concentrateurs et les répéteurs réémettent les 64 bits d'information, champ préambule et SFD, au début de chaque trame transmise. À des débits Ethernet plus importants, certains périphériques sensibles au délai risquent de ne pas pouvoir reconnaître les trames individuelles et de devenir des points d'échec de communication. Signal de brouillage. Rappelez-vous qu'Ethernet permet aux périphériques de se faire concurrence en termes de durée de transmission. Si deux périphériques transmettent du trafic en même temps, la fonction CSMA/CD du réseau tentera automatiquement de résoudre le problème. N'oubliez pas, cependant, que lorsqu'un nombre important de périphériques sont ajoutés au réseau, il est possible que les collisions soient de plus en plus difficiles à résoudre. Dès qu'une collision est détectée, les périphériques émetteurs transmettent un signal de brouillage sur 32 bits, qui déclenchera la collision. Cela permet à tous les périphériques du réseau LAN de détecter la collision. Il est important que le signal de brouillage ne soit pas interprété comme une trame valide, sinon les périphériques ne pourront pas identifier la collision. La configuration de données la plus courante pour un signal de brouillage est simplement une configuration répétitive d'un 0, 1, 0, comme dans le champ préambule. Les messages endommagés et partiellement transmis sont souvent appelés fragments de collision ou trames incomplètes. Les collisions normales, dont la longueur est inférieure à 64 octets, et n'est donc pas conforme à la longueur minimale et au test FCS, sont faciles à identifier. Durée de réémission. Lorsqu'une collision se produit, et que tous les périphériques rendent le câble inactif,
En attente de l'espacement intertrame complet, les périphériques à l'origine de la collision doivent observer un délai supplémentaire, qui peut s'allonger progressivement, avant de tenter de retransmettre la trame entrée en collision. Le délai d'attente est intentionnellement aléatoire, afin que les deux périphériques n'observent pas le même délai avant de procéder à la retransmission, ce qui entraînerait davantage de collisions. Pour cela, on étend l'intervalle de base à la sélection de la durée de retransmission lors de chaque tentative de retransmission. La période d'attente est mesurée par incrément de la fenêtre de collision. Si la congestion des supports rend l'envoi de la trame impossible après 16 tentatives par la couche MAC, elle abandonne et génère une erreur sur la couche réseau. Une telle situation est assez rare, et ne peut se produire qu'en cas de surcharge extrême du réseau, ou lorsqu'il existe un problème physique. Les méthodes décrites dans cette section permettent à Ethernet de fournir un service plus fiable dans une topologie de support partagé, basée sur l'utilisation de concentrateurs. Dans la section suivante, consacrée aux commutateurs, nous verrons comment ils réduisent ou éliminent le besoin d'utiliser la fonction CSMA/CD. Vue d'ensemble de la couche physique. Ethernet. Les différences entre les normes Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet apparaissent au niveau de la couche physique, souvent appelée Phi Ethernet. Ethernet est régi par les normes EML 802.3. 4 débits de données sont actuellement définis pour fonctionner dans les câbles à fibre optique et à pertence AD, à savoir 10 Mbps par seconde, 10 Fast Ethernet, 100 Mbps par seconde, Fast Ethernet, 1000 Mbps par seconde, Gigabit Ethernet, 10 Gigabits par seconde, 10 Gigabit Ethernet. Bien qu'il existe de nombreuses mises en œuvre d'Ethernet avec ces débits de données, nous ne présenterons que la plus courante. La figure illustre certaines de caractéristiques de Phi Ethernet. La partie d'Ethernet qui fonctionne sur la couche physique est décrite dans cette section, en commençant par la variante 10 Bast jusqu'à 10 Gigabits par seconde. Ethernet 10 Mbps par seconde et 100 Mbps par seconde. Les principales mises en œuvre 10 Mbps par seconde d'Ethernet sont les suivantes. 10 Bast 5 avec câble coaxial Thicnet, 10 Bast 2 avec câble coaxial Thicnet, 10 Bast avec câble à pertence AD non blindé de catégorie 3 ou 5. Les premières mises en œuvre d'Ethernet, 10 Bast 5 et 10 Bast 2, faisaient appel à un câble coaxial dans un bus physique. Elles ne sont plus appliquées et ne sont, par ailleurs, pas prises en charge par les normes 802.3. Ethernet 10 Mbps par seconde, 10 Bast. 10 Bast utilise un codage Manchester sur deux câbles à pertence AD non blindés. Les premières mises en œuvre d'Ethernet, 10 Bast faisaient appel à un câblage de catégorie 3. Toutefois, la catégorie 5 ou supérieure est beaucoup plus répandue aujourd'hui. Ethernet 10 Mbps par seconde correspond à Ethernet classique et repose sur une topologie physique en étoile. Les liaisons Ethernet 10 Bast peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres avant de nécessiter un concentrateur ou un répéteur. 10 Bast utilise deux paires de câbles à 4 paires et des connecteurs RJ45 à 8 broches, sertis à chaque extrémité. La paire connectée aux broches 1 et 2 est destinée à la transmission, et celle connectée aux broches 3 et 6 à la réception. La figure illustre le brochage RJ45 utilisé dans Ethernet 10 Bast. 10 Bast ne convient généralement pas à de nouvelles installations de réseau LAN. Toutefois, de nombreux réseaux Ethernet 10 Bast sont fonctionnels aujourd'hui. Dans les réseaux 10 Bast, le remplacement des concentrateurs par des commutateurs a considérablement amélioré les débits disponibles et a permis d'allonger la durée de vie d'Ethernet héritée. Les liaisons 10 Bast connectées à un commutateur peuvent prendre en charge les transmissions bidirectionnelles simultanées et non simultanées. 100 Mbps par seconde, Fast Ethernet. Au milieu des années 90, plusieurs nouvelles normes 802.3 ont été établies pour décrire des méthodes de transmission des données sur des supports Ethernet à 100 Mbps par seconde. Ces normes utilisaient différentes configurations de codage pour pouvoir atteindre ces débits de données plus importants. Ethernet 100 Mbps par seconde, également désigné sous le nom de Fast Ethernet, peut être mis en œuvre à l'aide de câbles en cuivre à pertence AD ou de supports à fibre optique. Les mises en œuvre de Fast Ethernet, les plus répandues sont les suivantes.
sans base TX avec câble ETP de catégorie 5, ou supérieur sans base FX avec un câble à fibre optique. Dans la mesure où les signaux de plus haute fréquence utilisés dans Fast Ethernet sont plus sensibles aux interférences, deux étapes de codage distinctes sont appliquées par Fast Ethernet pour améliorer l'intégrité des signaux. Sans base TX. Sans base TX a été conçu pour prendre en charge les transmissions sur deux paires de câbles ETP de catégorie 5 ou deux brins de fibre optique. La mise en œuvre sans base TX utilise les deux mêmes paires et brochages UTP que 10 base T. Toutefois, sans base TX nécessite des câbles ETP de catégorie 5 ou supérieure. Le codage 4B, 5B est utilisé pour sans base TX Ethernet. Comme avec 10 base TX, sans base TX est connecté selon une topologie physique en étoile. La figure illustre un exemple de topologie en étoile. En revanche, contrairement au réseau 10 base T, les réseaux sans base TX utilisent généralement un commutateur au lieu d'un concentrateur au centre de l'étoile. Quasiment au même moment, les technologies sans base TX se sont répandues, les commutateurs LAN étant également très largement déployés. Ces développements concurrents ont conduit à leur combinaison naturelle dans la conception des réseaux sans base TX. Sans base FX. La norme sans base FX utilise la même procédure de signalement que sans base TX, mais via un support à fibre optique plutôt que via des câbles en cuivre UTP. Bien que le codage, le décodage et les procédures de récupération d'horloge soient les mêmes pour les deux supports, la transmission des signaux est différente. Impulsion électrique dans le cuivre et impulsion lumineuse dans les fibres optiques. Sans base FX utilise des connecteurs d'interface à fibre bon marché, appelés connecteurs SC. Duplex. Les mises en œuvre d'Ethernet à fibre optique sont des connexions de point à point, c'est-à-dire qu'elles permettent la connexion de deux périphériques. Ces connexions peuvent être établies entre deux ordinateurs, un ordinateur et un commutateur ou entre deux commutateurs. Ethernet 1000 Mbps par seconde. 1000 Mbps par seconde, Gigabit Ethernet. L'établissement des normes Gigabit Ethernet a permis de créer des spécifications pour les supports cuivre UTP, fibres multimode et fibres monomode. Sur des réseaux Gigabit Ethernet, les bits se déplacent en une fraction de la durée qu'ils utiliseraient sur des réseaux 100 Mbps par seconde et 10 Mbps par seconde. La fréquence des signaux étant plus élevée, les bits deviennent plus sensibles aux interférences. La synchronisation est donc un facteur déterminant. Les performances dépendent de la rapidité avec laquelle la carte ou l'interface réseau change de niveau de tension et du degré de fiabilité de la détection de ces changements, dans un périmètre de 100 mètres, par la carte ou l'interface réseau réceptrice. Avec des vitesses plus élevées, le codage et le décodage des données sont des processus plus complexes. Gigabit Ethernet fait appel à deux étapes de codage distinctes. La transmission des données est plus efficace lorsque les codes sont utilisés pour représenter le flux binaire. Le codage des données permet la synchronisation, l'optimisation de l'utilisation de la bande passante et améliore également le rapport signal-bruit. 1000 base T Ethernet. Ethernet 1000 base T fournit une transmission bidirectionnelle simultanée à l'aide de 4 paires de câbles à Petersen non blindés de catégorie 5 ou supérieure. Une connexion Gigabit Ethernet via un câblage de cuivre permet de faire passer le débit de 100 Mbps par seconde par paire à 125 Mbps par seconde soit 500 Mbps par seconde pour les 4 paires. Chaque paire de câbles transporte les signaux en mode bidirectionnel simultané, ce qui permet de doubler le débit, de 500 Mbps à 1000 Mbps par seconde. 1000 base T utilise un codage de ligne 4D PAM5 pour obtenir un débit de données d'un Gbton par seconde. Le schéma de codage permet de transmettre simultanément des signaux sur 4 paires de câbles. Il convertit un octet de données de 8 bits en une transmission simultanée de 4 symboles de code, 4D, qui sont envoyés via les supports, un sur chaque paire, sous forme de signaux d'amplitude de niveau 5 appelés PAM5. 5 Level Pulse Amplitude Modulated. Cela implique que chaque symbole correspond à 2 bits de données. Les informations étant transmises simultanément sur les 4 chemins, le circuit doit diviser les trames au niveau de l'émetteur et les réunir au niveau du récepteur. La figure représente l'ensemble des circuits utilisés par Ethernet 1000 base T. 1000 base T permet la transmission et la réception des données dans les deux sens, sur le même câblage et en même temps. Ce flux de trafic crée des collisions permanentes sur les paires de câbles.
Ces collisions sont à l'origine de profils électriques complexes. Les circuits hybrides qui détectent les signaux mettent en œuvre des techniques sophistiquées telles que l'annulation de l'écho, la correction des erreurs de transmission sur la couche 1, ou encore la sélection prudente des niveaux de tension. Grâce à ces techniques, le système peut atteindre un débit d'1 gigabit. Pour participer à la synchronisation, la couche physique encapsule chaque trame avec des délimiteurs de début et de fin de flux. La synchronisation des boucles est gérée par des flux continus de symboles IDLE, envoyés sur chaque paire de câbles, dans l'espacement intertrame. Contrairement à la plupart des signaux numériques où l'on trouve en principe 2 niveaux de tension discrètes, MIL-BAST utilise plusieurs niveaux. Durant les périodes d'inactivité, 9 niveaux de voltage sont utilisés dans le câblage. Durant les périodes de transmission de données, un maximum de 17 niveaux de voltage est utilisé dans le câblage. Avec ce nombre important d'états et les effets de bruit, les signaux semblent plus analogiques que numériques. À l'instar des signaux analogiques, le système risque de générer davantage de bruit, en raison du câblage et des problèmes de raccordement. Ethernet 1000 BASE-ASIX et 1000 BASE-LX avec câble à fibre optique. Les versions à fibre optique de Gigabit Ethernet, 1000 BASE-ASIX et 1000 BASE-LX, offrent les avantages suivants sur les connexions ITP. Elles sont insensibles au bruit électromagnétique, leur taille est réduite, elles permettent de disposer de bandes passants plus larges, et elles autorisent des distances plus grandes sans répéteur. Toutes les versions 1000 BASE-ASIX et 1000 BASE-LX prennent en charge une transmission binaire bidirectionnelle simultanée à 1250 Mbps sur 2 brins de fibre optique. Le codage de transmission est basé sur le schéma de codage 8B, 10B. En raison de l'importante logistique associée à ce codage, le débit de transfert des données reste à 1000 Mbps. Chaque trame de données est encapsulée au niveau de la couche physique avant sa transmission, et la synchronisation des liaisons est gérée par l'envoi d'un flux continu de groupes de code IDLE dans l'espacement intertrame. Les différences majeures entre les versions fibre optique 1000 BASE-ASIX et 1000 BASE-LX sont les supports de liaison, les connecteurs et la longueur d'onde du signal optique. Elles sont illustrées dans la figure. Avenir et devenir d'Ethernet. La norme LE 802.3AE a été adaptée pour inclure la transmission en mode bidirectionnel simultané de 10 Gbps sur un câblage à fibre optique. La norme 802.3AE et les normes 802.3 d'Ethernet initiales sont très similaires. 10 Gigabit Ethernet, 10 GBE, subit des améliorations non seulement dans le cadre d'une utilisation pour les LAN, mais aussi pour les réseaux métropolitains et l'étendue. Avec un format de trame et d'autres spécifications de couche 2 d'Ethernet conformes aux normes précédentes, 10 GBE peut fournir une bande passant plus large, utilisable avec l'infrastructure réseau existante. 10 GBE peut être comparé à d'autres variantes d'Ethernet. Le format de trame identique permet une interopérabilité entre toutes les versions d'Ethernet, héritées, fast, Gigabit et 10 Gigabit, et évite un nouveau tramage et la conversion de protocole. La durée d'un bit est désormais de 0,1 ns. Toutes les autres variables de temps s'adaptent en conséquence. Puisque des connexions à fibre optique bidirectionnelles simultanées sont utilisées, il n'y a pas de conflit d'accès au support, et la fonction d'accès CSMA/CD est inutile. Les sous-couches LE 802.3 des couches OSI1 et 2 sont majoritairement préservées, avec quelques ajouts pour permettre les liaisons à fibre optique sur 40 km, et l'interopérabilité avec d'autres technologies de fibre. Avec Ethernet 10 Gbps, il est désormais possible de disposer de réseaux Ethernet de bout en bout flexibles, efficaces, fiables et relativement peu onéreux. Débit Ethernet à venir. Alors que la norme 1 Gigabit Ethernet est désormais largement commercialisée et que les produits 10 Gigabit deviennent plus disponibles, l'IEE et l'Alliance d'IGEA étudient l'établissement de normes 40, 100 et même 160 Gigabits par seconde. Les technologies adoptées vont dépendre de plusieurs facteurs, notamment de l'expérience acquise en matière de technologie et de normes, ou encore du taux d'implantation sur les marchés, et du coût des produits novateurs. Ethernet hérité, utilisation des concentrateurs. Dans les sections précédentes, nous avons vu qu'Ethernet classique utilisait des supports partagés et un contrôle d'accès aux supports basé sur des restrictions. Ethernet classique utilise des concentrateurs pour interconnecter des deux sur le segment du LAN. Les concentrateurs n'effectuent aucun type de filtrage du trafic.
En fait, un concentrateur achemine l'ensemble des bits à tous les périphériques qui y sont connectés. Cela oblige tous les périphériques du LAN à partager la bande passante des supports. De plus, cette mise en œuvre d'Ethernet classique génère souvent un nombre important de collisions sur le LAN. En raison de ces problèmes de performance, ce type de LAN Ethernet n'est pas très répandu dans les réseaux modernes. De nos jours, les mises en œuvre d'Ethernet utilisant des concentrateurs se trouvent en principe dans les réseaux LAN de petite taille, ou dont les besoins en bande passante sont réduits. Le partage de supports entre les périphériques crée de sérieux problèmes à mesure de l'évolution du réseau. La figure illustre certains des problèmes abordés dans ce chapitre. Évolutivité. Dans un réseau de concentrateurs, la quantité de bandes passantes que les périphériques peuvent partager est limitée. Au fur et à mesure qu'un périphérique est ajouté au support partagé, la bande passante moyenne disponible de chaque périphérique diminue. Chaque fois que le nombre de périphériques augmente sur les supports, les performances décroissent. Latence. La latence du réseau correspond au temps que met un signal pour atteindre toutes les destinations sur les supports. Chaque nœud d'un réseau de concentrateurs doit attendre que l'occasion se présente pour transmettre son signal, afin d'éviter que des collisions surviennent. La latence peut augmenter considérablement en cas d'augmentation de la distance entre les nœuds. La latence dépend également du délai de transport des signaux le long des supports, ainsi que du délai ajouté par le traitement des signaux qui traversent les concentrateurs et les répéteurs. Si la longueur des supports ou le nombre de concentrateurs et de répéteurs connectés à un segment augmente, la latence augmente également. Plus la latence est grande, plus il y a de risques que les nœuds ne reçoivent pas les signaux d'origine, plus les risques de collision augmentent sur le réseau. Panne réseau. Dans la mesure où Ethernet classique partage les réseaux, tous les périphériques peuvent propager leurs problèmes à d'autres périphériques. Si l'un des périphériques connectés au concentrateur génère un trafic qui peut être nuisible, la communication entre tous les périphériques sur les supports peut être bloquée. Ce type de trafic préjudiciable peut provenir de paramètres de vitesse ou de transmission bidirectionnelle simultanée mal définis sur une carte réseau. Collision. Avec la méthode d'accès CSMA, CD, un nœud ne doit pas envoyer de paquets tant que le réseau n'est pas exempt de trafic. Si deux nœuds envoient des paquets simultanément, une collision se produit, ce qui entraîne la perte de paquets. Ensuite, les deux nœuds envoient un signal de brouillage, observent un délai aléatoire, puis retransmettent leur paquet. Toute partie du réseau dans laquelle les trames de deux nœuds, ou plus peuvent entrer en conflit, constitue un domaine de collision. Un réseau comportant un plus grand nombre de nœuds sur le même segment, présentera un domaine de collision plus important, et généralement plus de trafic. Au fur et à mesure que le trafic augmente sur le réseau, les risques de collision augmentent également. Les commutateurs apportent une solution aux environnements basés sur des restrictions de partage de support d'Ethernet classique. Ethernet, utilisation des commutateurs. Ces dernières années, les commutateurs ont pris une place prépondérante dans de nombreux réseaux. Les commutateurs permettent la segmentation du LAN en domaines de collision distincts. Chaque port du commutateur représente un domaine de collision à part, et fournit la bande passante totale du support jusqu'au nœud connecté sur ce port. Avec un plus petit nombre de nœuds dans chaque domaine de collision, la bande passante moyenne disponible augmente pour chaque nœud, et le nombre de collisions diminue. Un réseau LAN peut avoir un commutateur centralisé connecté à des concentrateurs, qui continuent à fournir la connectivité aux nœuds. Par ailleurs, tous les nœuds d'un réseau local peuvent être connectés directement à un commutateur. Ces topologies sont présentées dans la figure. Dans un réseau local, LAN, où un concentrateur est connecté au port d'un commutateur, la bande passante continue à être partagée, ce qui peut générer des collisions dans l'environnement partagé du concentrateur. Toutefois, le commutateur isolera le segment de manière à limiter les collisions au trafic entre les ports du commutateur. Les nœuds sont directement connectés dans un réseau local, LAN, où tous les nœuds sont connectés directement au commutateur, le débit du réseau augmente considérablement. Les raisons de ce phénomène sont les suivantes. Bande passante dédiée sur tous les ports. Environnement sans collision. Transmission bidirectionnelle simultanée. Ces topologies physiques en étoile ne sont autres que des liaisons de point à point. Bande passante dédiée.
Chaque nœud dispose de la bande passe totale du support pour sa connectivité au commutateur. Étant donné qu'un concentrateur réplique les signaux qu'il reçoit, puis les envoie à tous les autres ports, les concentrateurs d'Ethernet classiques forment un bus logique. Cela implique que tous les nœuds doivent partager la bande passante de ce bus. Avec les commutateurs, chaque périphérique bénéficie d'une connectivité point à point au commutateur, sans restriction de partage d'accès au support. Comparons par exemple deux réseaux locaux, LAN, de 100 Mbps par seconde, chacun comportant 10 nœuds. Dans le segment de réseau A, ces 10 nœuds sont connectés à un concentrateur. Chaque nœud partage la bande passante disponible de 100 Mbps par seconde. Ainsi, chaque nœud bénéficie d'un débit de 10 Mbps par seconde en moyenne. Dans le segment de réseau B, les 10 nœuds sont connectés à un commutateur. Dans ce segment, l'ensemble de nœuds dispose de toute la bande passante de 100 Mbps par seconde. Même dans cet exemple de réseau de petite taille, l'augmentation de la bande passante peut être considérable. Au fur et à mesure que le nombre de nœuds augmente, l'écart entre les disponibilités de bande passante dans les deux mises en œuvre se creuse. Environnement sans collision. Une connexion point à point à un commutateur permet également de partager les supports sans restriction et de réduire, voire supprimer, le nombre de collisions rencontrées sur un nœud. Dans un réseau Ethernet classique de taille moyenne utilisant des concentrateurs, environ 40 à 50% de la bande passante sont consommés par une reprise sur collision. Dans un réseau Ethernet commuté où les collisions ne surviennent quasiment jamais, la logistique associée à la reprise sur collision est inexistante. Cela permet au réseau commuté d'atteindre des débits beaucoup plus élevés. Transmission bidirectionnelle simultanée. L'utilisation de commutateurs permet à un réseau de fonctionner en tant qu'environnement Ethernet de transmission bidirectionnelle simultanée. Avant que les commutateurs n'existent, Ethernet ne fonctionnait qu'en mode bidirectionnel non simultané. À tout moment, un nœud pouvait soit transmettre soit recevoir, mais pas les deux à la fois. Avec la communication bidirectionnelle simultanée, les périphériques connectés directement au port des commutateurs peuvent transmettre et recevoir simultanément des données, en utilisant toute la bande passante. La connectivité entre le périphérique et le commutateur est mise en œuvre sans collision. De ce fait, la vitesse de transmission est doublée par rapport à la communication bidirectionnelle non simultanée. Par exemple, si la vitesse du réseau est de 100 Mbps par seconde, chaque nœud peut à la fois transmettre et recevoir une trame à cette vitesse. Utilisation des commutateurs à la place des concentrateurs. La plupart des réseaux Ethernet ont des commutateurs comme périphériques finaux et fonctionnent en mode bidirectionnel simultané. Étant donné que les commutateurs offrent des débits beaucoup plus élevés que les concentrateurs et améliorent considérablement les performances, pourquoi ne pas les utiliser dans tous les réseaux locaux Ethernet? Les concentrateurs sont encore utilisés, principalement pour les trois raisons suivantes. La disponibilité, il a fallu attendre le début des années 90 pour voir apparaître les premiers commutateurs LAN, qui n'ont été commercialisés que dans le milieu des années 90. Les premiers réseaux Ethernet, qui utilisaient des concentrateurs UTP, les ont conservés jusqu'à aujourd'hui. Le coût. Au départ, les commutateurs étaient très chers. Plus les commutateurs sont accessibles en termes de prix, puis les concentrateurs tendent à disparaître. Le coût devient donc un facteur déterminant dans les décisions de déploiement. La configuration requise. Les premiers réseaux LAN étaient de simples structures conçues pour échanger des fichiers, et pour partager des imprimantes. Dans la plupart des cas, ils ont laissé la place à des réseaux multiservices modernes, d'où la croissance des besoins utilisateurs en bande passante disponibles. Toutefois, dans certains cas, un concentrateur de support partagé peut suffire et ce type de produit est toujours en vente. Dans la section suivante, nous nous intéresserons au fonctionnement de base des commutateurs et à la façon dont ils permettent d'optimiser les performances dont nos réseaux dépendent tant aujourd'hui. L'un des cours suivants présente les commutateurs et les technologies qui y sont associées. Commutateur, un réacheminement sélectif. Les commutateurs Ethernet transfèrent de manière sélective des trames individuelles d'un port récepteur au port sur lequel le nœud de destination est connecté. Ce processus de réacheminement sélectif peut se comparer à la création d'une connexion point à point momentanée entre les nœuds de transmission et de réception. Cette connexion ne dure que le temps d'envoyer une trame unique.
Durant ce laps de temps, les deux nœuds disposent de l'intégralité de la bande passante et représentent une connexion point à point logique. Pour être exact, cette connexion temporaire n'est pas simultanée entre les deux nœuds. Par essence, c'est ce qui fait de la connexion entre les autres une connexion point à point. En fait, chaque nœud qui fonctionne en mode bidirectionnel simultané peut transmettre à chaque fois qu'il a une trame, sans tenir compte de la disponibilité du nœud de réception. En effet, un commutateur LAN met en mémoire tampon une trame entrante afin de l'envoyer au port correspondant une fois désactivé. Ce processus s'appelle Store and Forward, stockage et retransmission. Grâce au stockage et à la retransmission, le commutateur reçoit toute la trame, vérifie si FSC comporte des erreurs, et réachemine la trame vers le port approprié pour le nœud de destination. Sachant que les nœuds n'attendent pas que les supports soient inactifs, ils peuvent procéder à l'envoi et à la réception à une vitesse maximale des supports sans risque de perte liée aux collisions, ou à la surcharge relative à leur gestion. La retransmission est basée sur l'adresse MAC de destination. Le commutateur gère une table, appelée table MAC, qui mappe les adresses MAC de destination au port utilisé pour la connexion au nœud. Pour chaque trame entrante, l'adresse MAC de destination figurant dans l'entête de trame est comparée à la liste des adresses de la table MAC. Lorsqu'un numéro de port répertorié dans la table est mappé à l'adresse MAC, il est utilisé comme port de sortie de la trame. La table MAC peut porter différents noms. Elle est souvent appelée table de commutation. La commutation étant dérivée d'une ancienne technologie appelée Transparent bridging. pontage transparent, on utilise parfois l'expression table de pont. C'est la raison pour laquelle de nombreux processus exécutés par des commutateurs LAN peuvent contenir des termes tels que bridge, c'est-à-dire pont en français, ou bridging, c'est-à-dire pontage en français, dans leur nom. Le pont était le moyen le plus fréquemment utilisé, au début de la technologie LAN, pour connecter deux segments physiques d'un réseau. Les commutateurs permettent de réaliser cette opération. Ils permettent également la connectivité des périphériques finaux au réseau local. De nombreuses autres technologies ont été développées autour de la commutation LAN. La plupart seront présentées dans un prochain cours. Les ponts sont particulièrement répandus dans les réseaux sans fil. Les ponts sans fil permettent l'interconnexion de deux segments d'un réseau sans fil. Par conséquent, vous pouvez rencontrer les deux termes, commutation et routage, dans le domaine des réseaux. Fonctionnement des commutateurs. Pour accomplir leurs tâches, les commutateurs LAN Ethernet utilisent 5 fonctions de base. Apprentissage, horodatage, inondation, réacheminement sélectif, filtrage. Apprentissage. La table MAC doit contenir des adresses MAC, ainsi que les ports correspondants. Le processus d'apprentissage permet l'acquisition dynamique de ces mappages en mode de fonctionnement normal. Chaque fois qu'une trame entre dans le commutateur, celui-ci examine son adresse MAC source. Une procédure de recherche permet au commutateur de déterminer si la table contient déjà une entrée pour l'adresse MAC concernée. Si l'entrée n'existe pas, le commutateur en crée une nouvelle dans la table MAC, à l'aide de l'adresse MAC source, et associe cette adresse au port d'arrivée de la trame. Par la suite, le commutateur pourra utiliser ce mappage pour transmettre des trames à ce nœud. Horodatage. Les entrées de la table MAC, qui sont acquises à l'aide du processus d'apprentissage, sont horodatées. L'horodatage permet de supprimer les entrées les plus anciennes d'une table MAC. Après chaque entrée dans la table MAC, un compte à rebours est lancé. Cette procédure utilise l'horodatage comme valeur de début. Une fois la valeur 0 atteinte, l'entrée de la table sera actualisée la prochaine fois que le commutateur recevra une trame en provenance de ce nœud sur le même port. Inondation. Quand un commutateur ne sait pas sur quel port envoyer une trame, parce que l'adresse MAC de destination ne figure pas dans la table MAC, il envoie la trame à tous les ports, à l'exception du port d'arrivée de la trame. Ce processus d'envoi de la trame à tous les segments s'appelle inondation. Le commutateur ne transmet pas la trame au port d'arrivée de la trame, car toutes les destinations sur ce segment l'ont déjà reçue. L'inondation est également utilisée pour les trames envoyées à l'adresse MAC de diffusion. Réacheminement sélectif. Le réacheminement sélectif est un processus permettant l'analyse de l'adresse MAC de destination d'une trame, et sa retransmission vers le port approprié.
C'est la fonction principale du commutateur. Lorsqu'une trame provenant d'un nœud arrive sur le commutateur et que ce dernier connaît déjà l'adresse MAC, cette adresse est associée à une entrée figurant dans la table MAC, ce qui permet l'acheminement de la trame au port correspondant. Au lieu d'inonder tous les ports, le commutateur envoie la trame au nœud de destination via son port désigné. Cette action est appelée forwarding, ce qui signifierait acheminement en français. Filtrage. Dans certains cas, une trame n'est pas transmise. C'est ce que l'on appelle le filtrage de trame. L'une des utilisations du filtrage a déjà été présentée, un commutateur ne réacheminera pas une trame vers son port d'arrivée. En outre, il abandonnera également une trame si elle est endommagée. Si le contrôle de redondance cyclique, CRC, échoue, la trame est abandonnée. Les trames sont également filtrées pour des raisons de sécurité. Un commutateur possède des paramètres de sécurité qui permettent de bloquer les trames à destination et ou en provenance de certaines adresses MAC ou de ports spécifiques. Processus ARP, mappage d'adresses IP à des adresses MAC. Le protocole ARP assure deux fonctions de base. La résolution des adresses IPv4 en adresse MAC. La conservation en mémoire cache des mappages. Résolution des adresses IPv4 en adresse MAC. À chaque trame placée sur un support LAN, doit correspondre une adresse MAC de destination. Quand un paquet est envoyé à la couche liaison de données pour être encapsulé dans une trame, le nœud désigne une table dans sa mémoire pour y trouver l'adresse de couche liaison de données, qui est mappée à l'adresse IPv4 de destination. Cette table est appelée tableau ARP ou cache ARP. Le tableau ARP est stocké dans la mémoire vive, RAM, du périphérique. Chaque entrée ou ligne du tableau ARP comporte deux valeurs, une adresse IP et une adresse MAC. La relation entre les deux valeurs s'appelle une mise en correspondance, ce qui signifie simplement que si vous choisissez une adresse IP dans la table, vous y trouverez l'adresse MAC correspondante. Le tableau ARP garde en mémoire cache le mappage des périphériques du réseau local, LAN. Pour lancer la procédure, un émetteur tente de trouver l'adresse MAC associée à une adresse IPv4 de destination, dans le tableau ARP. Si ce mappage est dans la mémoire cache de la table, le nœud utilise l'adresse MAC, comme destination MAC dans la trame qui encapsule le paquet IPv4. La trame est ensuite codée sur le support réseau. Mise à jour du tableau ARP. Le tableau ARP est mis à jour de manière dynamique. Un périphérique dispose de deux méthodes pour obtenir des adresses MAC. La première consiste à surveiller le trafic sur le segment du réseau local. Quand un nœud reçoit des trames en provenance du support, il enregistre les adresses IP source et MAC dans le tableau ARP sous forme de mappage. Au fur et à mesure que les trames sont transmises sur le réseau, le périphérique remplit le tableau ARP de paires d'adresses. La seconde méthode permettant à un périphérique d'obtenir une paire d'adresses consiste à diffuser une requête ARP. Le protocole ARP envoie un message de diffusion de couche 2 à tous les périphériques du LAN Ethernet. La trame contient un paquet de requêtes ARP comportant l'adresse IP de l'hôte de destination. Lorsqu'un nœud reçoit la trame et identifie sa propre adresse IP, il répond en envoyant un paquet réponse ARP à l'expéditeur, sous la forme d'une trame monodiffusion, à une seule adresse MAC. Cette réponse permet de créer une nouvelle entrée dans le tableau ARP. Ces entrées dynamiques de la table MAC sont horodatées de la même façon que les entrées de la table MAC sur les commutateurs. Si le périphérique ne reçoit pas de trame d'un périphérique précis avant expiration de l'horodatage, l'entrée correspondant à ce périphérique précis est supprimée du tableau ARP. Des entrées statiques de mappage peuvent également être ajoutées dans une table ARP, mais ceci ne se produit que rarement. Les entrées statiques du tableau ARP n'expirent pas avec le temps, et elles doivent être supprimées manuellement. Création de la trame. Que fait un nœud lorsqu'il doit créer une trame, et que le cache ARP ne contient pas la correspondance entre une adresse IP et l'adresse MAC de destination? Quand le protocole ARP reçoit une requête de mappage entre une adresse IPv4 et une adresse MAC, il recherche le mappage stocké en mémoire cache dans son tableau ARP. S'il ne trouve pas d'entrée, l'encapsulation du paquet IPv4 échoue, et les processus de la couche 2 informent le protocole ARP qu'un mappage est nécessaire.
Les processus LRP envoient alors un paquet de requêtes LRP pour trouver l'adresse MAC du périphérique de destination sur le réseau local. Si le périphérique qui reçoit la requête possède l'adresse IP de destination, il répond à l'aide d'une réponse LRP. Une entrée est créée dans le tableau LRP. Les paquets à destination de cette adresse IPv4 peuvent à présent être encapsulés dans des trames. Si aucun périphérique ne répond à la requête LRP, le paquet est abandonné car il est impossible de créer une trame. L'échec de l'encapsulation est signalé aux couches supérieures du périphérique. Dans le cas d'un périphérique intermédiaire, comme un routeur, les couches supérieures peuvent choisir de répondre à l'outsource en générant une erreur dans un paquet IPv4. Cliquez sur les numéros des étapes de la figure afin d'observer le processus utilisé pour obtenir les adresses MAC des nœuds sur le réseau local physique. Au cours des travaux pratiques, vous utiliserez WiresArc pour observer la transmission des requêtes et des réponses LRP sur un réseau. Processus LRP, destination externe au réseau local. Toutes les trames doivent être remises à un nœud sur un segment du réseau local. Si l'outil IPv4 de destination se trouve sur le réseau local, la trame utilise l'adresse MAC de ce périphérique comme adresse MAC de destination. Si l'outil IPv4 de destination ne se trouve pas sur le réseau local, le nœud source doit livrer la trame à l'interface du routeur qui sert de passerelle ou de tronçon suivant pour atteindre cette destination. Le nœud source utilise l'adresse MAC de la passerelle comme adresse de destination pour les trames contenant un paquet IPv4 adressé à des hôtes situés sur d'autres réseaux. L'adresse de passerelle de l'interface du routeur est stockée dans la configuration IPv4 des hôtes. Lorsqu'un hôte crée un paquet pour une destination, il compare l'adresse IP de destination à sa propre adresse IP pour déterminer si les deux adresses IP se situent sur le même réseau de la couche 3. Si le destinataire ne se situe pas sur le même réseau, l'hôte source fait appel au processus LRP pour déterminer l'adresse MAC de l'interface du routeur qui sert de passerelle. Si l'entrée de la passerelle n'est pas dans la table, le processus LRP normal envoie une requête LRP pour retrouver l'adresse MAC associée à l'adresse IP de l'interface du routeur. Cliquez sur les numéros des étapes de la figure afin d'observer le processus utilisé pour obtenir l'adresse MAC de la passerelle. Processus LRP, destination externe au réseau local. Proxy LRP. Dans certains cas, un hôte peut envoyer une requête pour tenter de mapper une adresse IPv4 qui se trouve en dehors de la plage d'adresse d'un réseau local. Dans ces cas, le périphérique envoie une requête LRP pour rechercher les adresses IPv4 qui n'appartiennent pas au réseau local, au lieu de demander l'adresse MAC associée à l'adresse IPv4 de la passerelle. Pour fournir l'adresse MAC de ces hôtes, l'interface du routeur peut utiliser un proxy LRP pour répondre au nom de ces hôtes distants. Cela signifie que le cache LRP du périphérique à l'origine de la requête contient l'adresse MAC de la passerelle associée aux adresses IP externes au réseau local. Le proxy LRP permet à l'interface du routeur de se comporter comme un hôte possédant l'adresse IPv4 demandée dans la requête LRP. En falsifiant son identité, le routeur accepte d'acheminer les paquets vers la destination réelle. Cela peut s'avérer utile lorsqu'une mise en œuvre antérieure d'IPv4 ne parvient pas à déterminer si l'hôte de destination est situé sur le même réseau logique que l'hôte source. Dans ce cas, le protocole LRP envoie systématiquement des requêtes LRP pour rechercher l'adresse IPv4 de destination. Si le proxy LRP est désactivé sur l'interface du routeur, les hôtes ne peuvent pas communiquer en dehors du réseau local. Le proxy LRP est également utilisé lorsque l'hôte source se croit directement connecté au même réseau logique que l'hôte de destination. Cela se produit généralement lorsqu'un hôte est configuré avec un masque incorrect. Comme l'indique la figure, l'hôte est configuré avec un masque de sous-réseau 16, ce qui est incorrect. L'hôte pense être connecté directement à l'ensemble du réseau 172.16.0.0.16 et non au sous-réseau 172.16.10.0.24. Lorsqu'il tente de communiquer avec un hôte IPv4, dont l'adresse appartient à la plage allant de 172.16.0.1 à 172.16.255.254, l'hôte envoie une requête LRP pour rechercher cette adresse IPv4. Le routeur peut utiliser un proxy LRP pour répondre aux requêtes concernant l'adresse IPv4 de l'hôte C, 172.16.20.100 et de l'hôte D, 172.16.20.200.
Par la suite, l'OTA aura des entrées pour ces adresses associées à l'adresse MAC de l'interface 0 du routeur 0000C9436AB. Un proxy LRP peut également être utilisé quand un hôte n'est pas configuré avec une passerelle par défaut. Le proxy LRP peut aider les périphériques d'un réseau à atteindre des sous-réseaux distants, sans qu'il soit nécessaire de configurer le routage ou une passerelle par défaut. Par défaut, les routeurs Cisco prennent en charge le proxy LRP sur des interfaces LAN. Processus LRP, suppression de mappage d'adresse. Pour chaque périphérique, un compteur de cache LRP supprime les entrées LRP qui n'ont pas été utilisées pendant une période donnée. Cette période varie en fonction des périphériques et des systèmes d'exploitation. Par exemple, certains systèmes d'exploitation Windows stockent les entrées du cache LRP pendant 2 minutes. Si l'entrée est réutilisée pendant ce laps de temps, le compteur LRP de cette entrée passe à 10 minutes. Des commandes permettent aussi de supprimer manuellement les entrées de le tableau LRP totalement ou partiellement. Lorsqu'une entrée est supprimée, le processus d'envoi d'une requête LRP et de réception d'une réponse LRP doit être répété pour entrer le mappage dans le tableau LRP. Au cours des travaux pratiques correspondant à cette section, vous utiliserez la commande LRP pour afficher le contenu du cache LRP d'un ordinateur. Notez que cette commande, malgré son nom, ne permet pas d'appeler l'exécution du protocole LRP. Elle sert simplement à afficher, ajouter ou supprimer des entrées de le tableau LRP. Le service LRP est intégré au protocole IPv4 et mis en œuvre par le périphérique. Cette opération est transparente pour les utilisateurs et les applications des couches supérieures. Diffusion LRP et problèmes. Surcharge des supports. Comme les trames de diffusion, les requêtes LRP sont reçues et traitées par chaque périphérique du réseau local. Sur un réseau d'entreprise type, ces diffusions auraient probablement une incidence minime sur les performances du réseau. Toutefois, si un grand nombre de périphériques sont mis sous tension et accèdent aux services du réseau au même moment, les performances du réseau peuvent s'en trouver réduites sur un court laps de temps. Par exemple, si tous les participants d'une salle de travaux pratiques se connectent sur les ordinateurs et tentent d'accéder à Internet en même temps, cela peut engendrer des délais d'attente. En revanche, si les périphériques envoient les messages de diffusion LRP initiaux et disposent des adresses MAC nécessaires, l'impact sur le réseau sera minime. Sécurité. Dans certains cas, l'utilisation du protocole LRP peut porter atteinte à la sécurité du réseau. L'usurpation LRP ou l'empoisonnement LRP est une technique d'attaque qui consiste à injecter un faux mappage d'adresse MAC dans un réseau en émettant de fausses requêtes LRP. Si un pirate informatique usurpe l'adresse MAC d'un périphérique, les trames risquent d'être envoyées à la mauvaise destination. La configuration manuelle des associations LRP statiques permet d'éviter l'usurpation LRP. Les adresses MAC autorisées peuvent être configurées sur certains périphériques du réseau pour limiter l'accès réseau aux seuls périphériques listés.